Merci d'être venu. Je vais vous présenter les travaux que j'ai réalisés pendant mes 3 années de thèse. Donc, mes travaux concernent l'accès aux soins pour les personnes ayant des troubles liés à la consommation d'alcool, et plus spécifiquement les pratiques perception et vécu dans un contexte d'éducation thérapeutique. Donc, dans un premier temps, je vais présenter quelques éléments d'introduction concernant la situation actuelle en France par rapport à l'alcool. Ensuite, j'évoquerai mes hypothèses de recherche. Après, je présenterai la source des données, l'étude ASIA pour accès aux soins et indifférence à l'alcool, qui a occupé la majeure partie de mon travail doctoral. Après, je présenterai les principaux résultats qui ont été tirés de l'étude ASIA. Donc, à savoir un premier travail qui concerne les barrières et leviers au dépistage et à la prise en charge des troubles liés à l'usage d'alcool par les médecins généralistes. Et ensuite, les expériences et vécus des personnes qui ont des troubles liés à l'usage d'alcool. Et donc, après la conclusion, je reprendrai les messages clés de mon travail. Donc, déjà, quand on parle de troubles liés à l'usage d'alcool, il y a plusieurs sources et plusieurs outils pour les classer et les évaluer. Notamment le DSM, qui est publié par l'Association américaine de psychiatrie. Et dans sa dernière version, le DSM a supprimé les notions d'abus et de dépendance pour y préférer celles de troubles liés à l'usage. Donc il y a les troubles légers, modérés à sévères. Cette nouvelle classification permet de ne plus considérer la dépendance à l'alcool comme l'état le plus grave, mais admet que des personnes qui ont des consommations qui ne sont pas forcément extrêmement importantes puissent tout de même avoir des conséquences assez néfastes de cette consommation. Et pour les outils, donc là aussi il y a plusieurs outils, et donc dans mon travail j'ai retenu l'audit, qui est un test en 10 questions qui permet d'évaluer plusieurs dimensions de la consommation d'alcool. Donc les volumes, fréquences ainsi que les épisodes d'alcoolisation importante ou de binge drinking, mais aussi les conséquences de la consommation, donc les conséquences notamment psychosociales. Donc c'était plus pertinent pour moi d'utiliser l'audit que des marqueurs comme le nombre de heavy drinking days qui étaient beaucoup moins pertinents. Et enfin, il y a les recommandations qui émanent des instituts nationaux. Donc ces recommandations varient d'un pays à l'autre. Par exemple, aux États-Unis, c'est 14 grammes, un verre. Une unité d'alcool correspond à 14 grammes d'alcool pour 10 grammes en France. Et voilà, mais on en boit moins. Donc voici quelques chiffres pour illustrer la problématique de l'alcool en France. Donc ça, ce sont les données issues du dernier baromètre santé 2017. Il y a des petites flèches qui indiquent la tendance par rapport à 2014. Donc il y a 86,5% des personnes de 15-75 ans qui rapportent consommer de l'alcool une fois par an. C'est à peu près pareil que ce qu'il y avait en 2014. 40% qui en consomment au moins une fois par semaine. Là, il y a une baisse de 7,5 points. Il y a 10% de la population qui consomme de l'alcool au moins une fois par jour. Ça représente une très légère hausse par rapport à 2014 où ils étaient 9,7%. Et enfin, il y a 4,6% des personnes qui ont au moins une API par semaine. API, donc le fait de boire au moins 6 verres d'alcool en une même occasion. Donc l'alcool, c'est la deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac. Et en décès, en 2015, ça a causé 41 000 décès. Ça a baissé par rapport à 2009 où il y en avait 49 000. Et enfin, concernant les coûts liés à l'usage de l'alcool, ils sont de 120 milliards d'euros. À titre d'exemple, les drogues illicites, c'est 8,7 milliards. Le coût social des drogues, donc alcool, tabac et drogues illicites confondues, représente 1% du produit intérieur brut. Et enfin, pour conclure, il est important de dire que l'alcool n'est pas rentable. Il y a plus de coûts que de recettes issues des taxes ou des retraites impayées du fait des décès. Donc voici quelques pistes explicatives pour expliquer cette situation. Bon, elle est évidemment pas exhaustive. Dans un premier temps, il y a une connaissance partielle des méfaits et des recommandations. Donc tout le monde sait que l'alcool, dans un certain niveau, c'est néfaste pour la santé. Par contre, ces seuils ne sont peut-être pas assez précisément connus. Surtout qu'en France, pendant longtemps, a prévalu l'idée qu'une consommation modérée de vin rouge avait un effet protecteur des maladies cardiovasculaires. Il y a une prévention modérée, notamment au regard du tabac. Il suffit de regarder un paquet de cigarettes et une bouteille d'alcool pour s'en rendre compte.
Il y a un assouplissement des lois, notamment de la loi E20. Récemment, elle a encore été modifiée. Il est désormais possible d'évoquer des régions de production ou des indications géographiques liées à une boisson alcoolique. Donc en gros, de faire de la publicité pour le vin. Puis il y a une connotation très positive de l'alcool à tous les âges. Et enfin, un très fort ancrage culturel. Le repas gastronomique des Français et le vin qui l'accompagne a même été inscrit au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Et enfin, il y a une faible prise en charge des troubles liés à l'usage d'alcool, une très faible en charge médicale. Et donc, c'est le dernier point qui a servi de flux conducteur au présent travail. Donc, concernant la prise en charge de l'alcool, en France, il y a seulement 10% des personnes qui auraient besoin d'une prise en charge qui en bénéficient réellement. Donc, bon, la liste, là encore, n'est pas exhaustive, mais parmi les barrières à l'accès aux soins, il y a le fait de ne pas avoir conscience du problème, la stigmatisation ou la honte qui sont rattachées au fait d'avoir des problèmes avec sa consommation d'alcool, la difficulté d'accéder aux soins. Donc, dans une grande ville, ça peut déjà être compliqué d'avoir des rendez-vous, les délais sont longs, alors dans les déserts médicaux, ça peut être extrêmement complexe, la volonté de s'en sortir seul, et enfin le refus de l'abstinence totale. Pendant longtemps, l'option qui a été la plus répandue pour les personnes en difficulté avec l'alcool, c'était l'abstinence totale. Il y avait cette idée fortement ancrée qu'une personne qui perd le contrôle de sa consommation doit s'abstenir à vie sous peine d'une rechute immédiate. Les médecins généralistes sont en première ligne pour le dépistage et la prise en charge des troubles, puisqu'ils voient une majeure partie de la population. Mais il y a seulement un quart d'entre eux qui abordent la question de l'alcool au moins une fois avec chaque patient. Alors, bon, parmi les barrières chez les médecins généralistes, il y a le temps. Ils ont un manque de temps important. Les tabous, c'est pas facile à aborder dans une consultation de routine. Et enfin, le manque de formation, où ils sont parfois démunis pour aborder la question ou pour savoir quoi proposer. Il convient aussi de noter que nous sommes donc depuis quelque temps dans un changement de paradigme où l'abstinence, donc qui a pendant longtemps été considérée comme le seul objectif valable, se voit l'alternative que pour présenter la consommation contrôlée et ou la réduction de la consommation commence à être acceptée, notamment dans la pratique courante. Donc la consommation contrôlée et la réduction de la consommation, ça renvoie pas, c'est deux notions qui ne renvoient pas forcément à la même définition. La consommation contrôlée donc, implique une notion de contrôle, même si les volumes ne réduisent pas, tandis que la réduction de la consommation, il y a une réduction, mais pas forcément de contrôle. Après, dans le travail, j'ai décidé de confondre ces deux notions, parce que ce qui m'intéressait, c'est surtout les envisager comme des alternatives à l'abstinence. Donc concernant l'efficacité de ces alternatives, les études rapportent quand même que les personnes qui rentrent dans le soin en visant l'abstinence obtiennent de meilleurs résultats. Donc des meilleurs résultats en termes d'atteinte de leurs objectifs, de retour à une consommation sans risque et de jours d'abstinence cumulée. Alors je ne comprends pas la pertinence de tels marqueurs pour des gens qui ne veulent pas être abstinents, mais c'est ce qui est dit. En tout cas, les études concluent également à la nécessité d'adapter le soin aux objectifs des patients dans le but d'améliorer les résultats et l'adhésion aux soins. Enfin, en ce qui concerne l'acceptation de ces alternatives à l'abstinence chez les professionnels de santé, il y a une étude qui a été conduite en France auprès des spécialistes, donc des médecins addictologues, et c'était un objectif acceptable pour environ la moitié d'entre eux. Ils étaient 48,6% à y être favorables. Donc les hypothèses de recherche qui ont sous-tendu le présent travail, donc dans un premier temps, chez les médecins généralistes, j'ai supposé qu'une attitude favorable aux alternatives à l'abstinence pourrait être associée à plus de dépistage et de prise en charge des troubles liés à l'usage d'alcool. Chez les personnes atteintes de troubles liés à l'usage d'alcool, j'ai mis l'hypothèse que la connaissance d'objectifs thérapeutiques alternatifs à l'abstinence permettrait plus de démarches vers le soin. Si l'abstinence est une barrière, peut-être que les personnes qui sont au courant que ça n'a pas forcément, qui ne vont pas forcément être astreints à l'abstinence vont aller plus facilement vers le soin. Donc la source des données qui vont suivre, c'est l'étude ASIA. Donc, comme je disais, j'ai eu l'occasion de participer à cette étude donc, de la rédaction du protocole jusqu'à la valorisation des résultats. C'est une étude qui emploie un design mixte, quanti et qualitatif. C'est une étude transversale multisite qui s'est déroulée de 2016 à 2018. Et l'objectif général, c'était d'étudier les facteurs individuels et contextuels associés à l'accès aux soins chez les personnes ayant des troubles liés à l'usage d'alcool, ainsi que chez les médecins généralistes.
Donc voici un schéma qui présente le design de l'étude. Donc pour les médecins généralistes, le critère d'inclusion, c'était de suivre au moins 3 personnes ayant des troubles liés à l'usage d'alcool, même si elles ne suivaient pas pour ce problème précis, puisque l'objectif, c'était justement pas d'exclure les médecins qui ne prenaient pas en charge ces troubles. Donc dans l'étude quantitative, il était prévu de recruter 100 personnes, et le recrutement s'est effectué de manière aléatoire dans un annuaire professionnel. Et pour l'étude qualitative, l'échantillon devait comporter à peu près 15-16 personnes, et le recrutement s'est fait selon une méthode boule de neige, en partant des connaissances que j'avais déjà. Pour les personnes avec des troubles liés à l'usage d'alcool, les critères d'inclusion, c'est d'avoir un score audit supérieur à 15, d'avoir plus de 18 ans et de parler français. Pour l'étude quantitative, il était prévu de recruter 165 personnes, donc 110 qui recevaient déjà une prise en charge et 55 qui n'avaient jamais reçu de prise en charge pour ces troubles. Donc pour les personnes déjà prises en charge, le recrutement s'est effectué via les structures de soins. Et pour les personnes non prises en charge, elles ont été recrutées dans les bars et via les équipes, les ELSA, les équipes de liaison de soins d'addictologie. Pour l'étude qualitative, il y a 36 personnes qui ont été recrutées. Elles ont été recrutées dans les structures de soins. Et pour voir également des personnes qui n'avaient pas encore de prise en charge, j'ai inclus des personnes qui étaient en injonction de soins, donc qui étaient vues en XAPA mais qui n'avaient pas fait une démarche spontanée d'aller vers le soin, et des personnes qui m'ont été adressées par l'hôpital Sainte-Marguerite, des personnes vivant avec le VIH qui étaient suivies au CISI. Donc ce tableau présente les relations entre les objectifs spécifiques de la recherche et les différentes sous-études. Donc dans un premier temps, je voulais identifier les caractéristiques sociodémographiques et les expériences de santé associées à l'accès aux soins, donc pour les personnes avec des troubles. Donc c'était un objectif qui allait être rempli par l'étude quantitative auprès des personnes atteintes de troubles liés à l'usage d'alcool. Le deuxième objectif, c'était de déterminer les caractéristiques sociodémographiques et professionnelles associées à la prise en charge et au dépistage des troubles liés à l'usage d'alcool et l'acceptation de la consommation contrôlée chez les médecins généralistes. Donc ça, c'est des objectifs qui allaient être explorés avec l'étude quantitative. En troisième lieu, je voulais évaluer si les barrières aux soins identifiées dans d'autres études existent dans le contexte actuel français. Donc c'est les 2 études quantitatives qui allaient me permettre de remplir cet objectif. Ensuite, d'identifier les barrières et les leviers qui pourraient ne pas avoir été observés dans l'étude quantitative. Donc ça allait être vu dans les 2 études qualitatives. Et enfin, d'illustrer et d'approfondir les résultats de l'étude quantitative dans les 2 populations par la conduite de l'étude qualitative. Donc voici le questionnaire qui a été conduit auprès des personnes avec des troubles liés à l'usage d'alcool. Donc c'était un questionnaire téléphonique assisté par ordinateur. Donc, dans un premier temps, on recueillit les caractéristiques sociodémographiques telles que l'âge, le sexe, la situation familiale, la qualité du logement ou le fait de bénéficier d'un suivi médical de routine. La consommation d'alcool, avec notamment le niveau de craving, les problèmes médicaux liés à l'alcool, les perceptions de la consommation d'alcool, notamment la perception de la nocivité, la consommation d'autres drogues et du tabac ainsi que la fréquence. Les expériences de consommation, aussi bien les expériences de discrimination que les contextes et environnements de consommation. Les jeux objectifs de consommation, à savoir consommation contrôlée ou réduction ou abstinence totale. Le soin reçu, donc pas forcément le soin pour les troubles liés à l'usage d'alcool, mais avoir un médecin généraliste, la qualité de la relation qu'on avait avec celui-ci et le fait d'avoir déjà abordé sa consommation d'alcool avec le médecin. Le cas échéant, les démarches déjà mises en place pour tenter d'influer sa consommation d'alcool. Et enfin, donc l'expérience avec les traitements pharmacologiques pour l'alcoolodépendance ou s'il n'y en avait jamais pris, les raisons pour ne pas en prendre. Le guide d'entretien, donc dans un premier temps, je recueillis les variables qui allaient me servir, les données qui allaient me servir de variables pour l'analyse lexicographique, j'en parlerai plus tard. Donc ça comprenait le score audit, le lieu de recrutement, la décennie de naissance, le genre, la situation personnelle et professionnelle. Et ensuite, les questions d'ouverture étaient: pourriez-vous me parler de votre parcours avec l'alcool, du moment où vous avez commencé à consommer aujourd'hui, avec le cas échéant vos expériences de recherche de soins ou de prise en charge médicale. Et donc il y avait des questions de relance pour les points qui n'étaient pas abordés, comme comment avez-vous réalisé que vous aviez un problème avec l'alcool, à qui vous en avez parlé dans un premier temps. Donc le questionnaire auprès des médecins généralistes, il comprenait quatre axes thématiques. Dans un premier temps, je recueillais les caractéristiques professionnelles et les pratiques dans le domaine de l'alcoolologie, telles que la pratique de sevrage tabagique ou la prescription de traitements substituants aux opiacés.
Dans un second temps, on recueille les données par rapport au dépistage et à la prise en charge. Donc, est-ce qu'ils dépistaient, si oui, avec quels outils? Est-ce qu'ils appartenaient à un réseau d'addictologie? Est-ce qu'ils avaient déjà suivi une formation sur la prise en charge des troubles de l'usage d'alcool? Et ensuite, les pratiques d'alcoolologie de manière plus spécifique, savoir les motivations qu'ils avaient à prendre en charge ces patients, les freins, la connaissance d'outils associatifs et des services spécialisés. Et enfin, donc, les dernières questions concernaient justement l'acceptation de la consommation contrôlée, ou alors au contraire, le fait de considérer l'abstinence comme la seule réponse possible. Et enfin, donc, le guide d'entretien auprès des médecins, commencez par les questions. Pouvez-vous me parler de votre expérience et votre pratique avec vos patients qui ont des troubles de l'usage d'alcool, avec des questions de relance si les points n'étaient pas abordés. Donc, le protocole de l'étude ASIA fait l'objet d'une publication dans BMJ Open. Donc, voici les premiers résultats qui ont été issus de l'étude. C'était donc une étude qui visait donc les barrières et le levier au dépistage et à la prise en charge des troubles liés à l'usage d'alcool chez les médecins généralistes français. Ce travail a fait l'objet d'une publication dans Alcoholism Treatment Quarterly. Et donc l'hypothèse de départ, pour rappel, c'était que chez les médecins généralistes, l'acceptation d'objectifs thérapeutiques alternatifs à l'abstinence sera associée à plus de dépistage et de prise en charge. Donc, notre population d'études comprenait 101 médecins généralistes, donc il y avait 58,4% d'hommes. Ils étaient donc un peu plus de 70% à rapporter une durée de consultation d'au moins 16 minutes. Il y en avait seulement 5% qui faisaient partie d'un réseau d'addictologie. Ils étaient 16,8% à avoir déjà reçu une formation sur les troubles à l'usage d'alcool. Ils étaient près d'un tiers à aborder spontanément la question de l'alcool avec tous leurs patients, quand près de 6% ne l'abordaient jamais. Et concernant la prise en charge, il y en a 11,9% qui prenaient en charge leurs patients seuls, 57% qui se faisaient toujours aider d'une structure ou d'un autre professionnel de santé, et enfin près de 30% qui les orientaient systématiquement. Et ils étaient presque 60% à prescrire au moins un des 5 traitements pharmacologiques indiqués pour l'alcoolodépendance. Donc, dans les analyses, nous sommes intéressés aux variables suivantes, donc le dépistage systématique des troubles à l'usage d'alcool et la prise en charge des troubles à l'usage d'alcool, seul ou en collaboration avec une autre structure. Donc, les variables explicatives potentielles qui ont été considérées, il y avait les caractéristiques et les pratiques professionnelles, le nombre de personnes atteintes de troubles à l'usage d'alcool suivis, les obstacles à la prise en charge de ces personnes. Donc, après justement sur le nombre de personnes présentant des troubles à l'usage d'alcool suivis, sur l'intérêt du médecin généraliste pour l'addictologie, il y a 2 variables qui sont restées significativement associées à la consommation contrôlée comme objectif thérapeutique. Il y avait considéré le déni de la part des patients comme un obstacle majeur aux soins et le fait d'accepter la consommation contrôlée comme un objectif thérapeutique valable. Donc la deuxième analyse portait donc sur les facteurs indépendamment associés à la prise en charge des troubles à l'usage d'alcool, seul ou en collaboration avec un autre professionnel de santé. Et donc là, les 2 variables qui sont restées associées de manière significative à cette variable, c'était le fait de pratiquer le sevrage tabagique et le fait de prescrire des traitements de substitution aux opiacés. Donc, cette figure présente la connaissance et le recours des médecins généralistes aux structures de support pour l'alcool, donc aussi bien les associations que les centres spécialisés. Donc, pour chaque structure, il leur a été demandé s'ils connaissaient cette structure et ils collaboraient avec, s'ils connaissaient cette structure mais qu'ils n'avaient jamais collaboré avec, ou s'ils n'avaient jamais entendu parler de cette structure. Donc, il y avait donc l'ANPA, le XAPA, les Alcooliques Anonymes, Alcool Info Service, la Croix-Bleue, Vie Libre, donc Aube, une association de patients et de médecins en faveur du baclofène, l'association Baclofène et Alcool Assistance. Donc, les Alcooliques Anonymes et les XAPA étaient les structures avec lesquelles les médecins avaient le plus recours pour traiter leurs patients. Les Alcooliques Anonymes étaient très bien connus puisqu'ils étaient moins de 6% à n'en avoir jamais entendu parler, mais ils étaient quand même plus de 40% à ne jamais avoir entendu parler des XAPA, ce qui est quand même beaucoup. Et les autres associations, donc la Croix-Bleue, Vie Libre, étaient extrêmement peu connues des médecins participants. Donc, je conclurai les résultats à la fin, je vais présenter les 2 études et puis je ferai une synthèse des résultats à la fin.
Donc la deuxième étude a porté sur les expériences et vécus des personnes avec des troubles à l'usage d'alcool. Et donc là, contrairement à l'étude précédente qui s'appuie uniquement sur les données quantitatives, j'ai utilisé des données quantitatives et qualitatives. L'article a fait l'objet d'une soumission à BMC Public Health. Et l'hypothèse, pour rappel, c'était de savoir qu'il est possible d'être pris en charge pour les troubles à l'usage d'alcool, même sans souhaiter d'être abstinent, serait associé à la mise en place de démarches, pour modifier sa consommation d'alcool. Donc, dans l'étude quantitative, il y a 186 personnes qui ont été recrutées. Il y avait une majorité d'hommes. L'âge médian était de 44 ans. Ils étaient plus de la moitié à avoir un emploi. Ils étaient 65% à avoir un niveau bac ou équivalent. Le score audit médian était de 29 et il y avait 67,5% de fumeurs. Et il y avait 109 participants qui avaient déjà recherché ou reçu des soins pour arrêter ou réduire leur consommation d'alcool. Dans l'étude qualitative, il y a eu 58% d'hommes et 42% de femmes, et la plupart d'entre eux étaient nés dans les années 50. Et donc là, ce graphique présente les lieux de recrutement. La majeure partie des participants a été recrutée dans l'EXAPA ou alors dans la clinique Saint-Barnabé, que ce soit en injonction de soins ou non pas en injonction de soins, en cure ou en hospitalisation de jour. Donc, dans les analyses statistiques, la variable expliquée était de savoir si était définie par la question: avez-vous déjà effectué une démarche ou reçu un accompagnement pour tenter d'arrêter ou de réduire votre consommation d'alcool? Et les variables qui étaient considérées, il y avait les caractéristiques sociodémographiques, les habitudes de consommation d'alcool et d'autres substances, notamment le tabac, la perception de la relation avec le médecin traitant, les discriminations liées à la consommation d'alcool avec une demande de précision sur le contexte, la connaissance de la possibilité de l'alternative à l'abstinence, et enfin la survenue de problèmes de santé liés à l'alcool. Donc après ajustements multiples, il y a 5 variables qui sont restées significativement associées avec la variable expliquée. Il y avait donc le fait d'avoir plus de 50 ans, de ne pas avoir d'emploi, de ne pas fréquenter d'autres buveurs, d'être un fumeur régulier et d'avoir déjà subi des discriminations liées à l'alcool. Donc, voici une présentation des résultats tels qu'ils apparaissent sur Iramutech. Donc là, j'ai effectué une classification hiérarchique descendante. Donc, les résultats apparaissent sous forme de classes. Donc, les calculs sont effectués sur la co-occurrence des mots dans le texte. Et les résultats se présentent sous forme de classes, de discours, qui sont statistiquement surreprésentés dans les segments rassemblés dans des classes. Donc chacune des classes lexicales est décrite en détail par le lexique qui la définit, les segments caractéristiques qui la présentent et les variables associées. Donc pour ces variables associées, voici comment ça se présente. Donc là, j'ai affiché le profil de la classe numéro 3. Et donc on peut voir que les variables qui étaient associées à cette classe de discours, c'était le sexe féminin, un audit compris entre 20 et 40, ou les personnes qui suivaient un programme d'éducation thérapeutique du patient. Donc, les classes ont ensuite été redéfinies en thèmes. Donc, dans la classe numéro 1 apparaissaient les mots boire, verre, bière, soir, vin, bois, matin, bouteille, soirée, journée, bar, heure, acheter, ami. Donc, ces termes réfèrent clairement au contexte de consommation. Et donc, la classe a été nommée ainsi. Dans la classe 2, il y avait les mots rendez-vous, hôpital, médecin, cure, clinique, venir, psychologue, infirmier, saint pour Saint-Barnabé, là-bas, moi, XAPA. Donc cette classe a été définie comme l'environnement médical. La classe 3 comprenait les termes médicaments, abstinence, baclofen, antidépresseurs, sélincro, traitements proposés, prêts. Donc cette classe concernait donc les traitements pharmacologiques et les traitements spécifiques des troubles et à l'usage d'alcool. Dans la classe 4, il y avait les mots fumer, arrêter, alcool, cigarette, compte, rendre, consommation, effet, cannabis, apercevoir, vraiment, drogue, subutex. Donc cette classe a été nommée comme tabac et addiction. Et enfin, dans la dernière classe, il y avait les mots famille, enfant, perdre, mère, père, fille, frère, femme, tuer, couple, accident. Et donc, c'était le champ lexical de la famille. Donc, en triangulant ces résultats avec ceux des analyses statistiques, j'ai pu identifier 2 freins et 2 leviers à la mise en place de démarches vers le soin. Donc, je vais présenter donc, la confrontation des données dans les slides qui vont suivre. Alors, dans un premier temps, les barrières socio-environnementales. Donc, pour rappel, dans les analyses statistiques, le fait de ne pas fréquenter de buveurs et de ne pas avoir d'emploi était associé à la mise en place de démarches vers le soin. Dans les analyses qualitatives, le contexte de consommation était très présent.
Donc voici quelques exemples qui illustrent donc cette classe lexicale. J'ai réussi à aller voir mes amis, pas mes amis, les collègues, j'ai joué un peu au tiercé et j'étais là avec tout le monde en train de boire et je me suis dit, moi aussi je vais boire un coup, c'est pas grave si je bois un verre, 2 verres, bon, il y en a eu plus de 2. Hein. Donc le deuxième extrait, en fait j'ai commencé à boire aux alentours de 20 ans avec des copines, voilà, avec des copines le soir, et ça a commencé avec de la bière sans se saouler, mais on se mettait dans le jardin et on commençait à boire. Donc je reviendrai sur la manière de trianguler sur les résultats à la fin. Donc on a identifié aussi les difficultés liées au système de soins. Il y a 2 classes lexicales qui étaient liées aux soins et qui illustrent donc la réticence par rapport au lieu de prise en charge et les craintes relatives aux pharmacothérapie. Donc c'est pas que j'aime pas les groupes de parole, ce n'est pas que j'aime pas ça, c'est qu'on entend toujours les mêmes choses ici, ils sont toujours en train de se plaindre. Donc c'est à propos d'un groupe de parole dans la clinique Saint-Barnabé. Moi je prends déjà tellement de médicaments avec le VIH, thyroïde, cholestérol, donc j'avais peur de prendre un autre médicament en plus. Trop d'effets indésirables, parce que je les notice, il y en a beaucoup. Donc c'était une personne qui me parlait du baclofène. Les traitements pharmacologiques, je serais prête, mais avec pas mal de réserves, parce que je n'ai jamais pris d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. Et je me dis aussi, ça serait bête de quitter une addiction pour une autre. Donc la consommation de tabac, à l'inverse, a été identifiée comme un levier. Donc dans l'analyse quantitative, ça sortait assez clairement, puisque la mise en place de démarches était associée au fait de fumer. Et dans l'analyse qualitative, le tabac était assez important dans le champ lexical. Et donc il y a cet extrait qui illustre vraiment comment ça peut marcher. C'est vraiment sur l'alcool que je veux me concentrer parce que c'est compliqué pour moi, c'est plus dur au niveau de la dépendance possible. C'est le plus dur au niveau de la dépendance possible et qui me semble faire le plus de ravages. Si à terme je me retrouve à fumer un joint 3 fois par an, ça ne sera pas un drame. Maintenant, si je continue ces consommations-là d'alcool, 3 petits points, ça va être dramatique. Par contre, il faut que ça change. Éventuellement, le fait de fumer un peu, peut-être que ça peut m'aider à arrêter l'alcool en me disant justement que je garde un produit sur 2, j'y vais doucement, j'ai des achats et je m'en satisfais. Et enfin, donc, la famille est beaucoup ressortie donc, dans le discours des participants. Dans l'analyse quantitative, on a vu que la discrimination, notamment de la famille, était associée à des démarches vers le soin. Et donc les extraits montrent que vraiment la famille agissait comme un levier pour entreprendre une démarche. Donc la question était comment avez-vous réalisé que vous avez un problème d'alcool? Par le mal-être, des retombées physiques, quand je commence à trembler, un mal-être donc, après un état un peu dépressif. La souffrance de mon entourage, quand vous faites souffrir votre fille, votre mère, vos frères, vos sœurs, qui débarquent chez vous tous en larmes. Qui est-ce qui, dans la famille, l'a évoqué en premier? Sûrement ma sœur, parce qu'on est très proches. D'ailleurs, elle a fait la démarche elle-même de venir ici, au centre, donc c'était au XAPA d'Avignon. Deuxième extrait, c'est mon entourage, ce sont mes enfants qui m'ont amené à consulter, parce qu'ils le sentaient lors des repas de famille qu'il y avait un dérapage, moi je ne voyais pas le problème. Donc voici un tableau qui reprend la triangulation des résultats. Donc considérant le contexte socio-environnemental, donc il y avait les variables, le fait de ne pas avoir d'emploi et de ne pas fréquenter d'autres buveurs qui est associé à une démarche vers le soin. Et donc l'étude qualitative permet un peu d'illustrer ces résultats en montrant que vraiment le contexte de consommation effectue une pression qui retarde l'accès aux soins. Dans les difficultés liées au système de soins, on a 2 classes lexicales qui mettent en avant certaines difficultés. Par contre, on n'a pas trouvé d'association positive entre la qualité de sa relation avec le médecin traitant, ni avec le fait qu'être au courant de la possibilité d'alternative à l'abstinence n'est pas associé à des démarches vers le soin. Donc en fait, d'autres études ont montré que normalement une bonne qualité de relation avec le médecin traitant favorise vers le soin, et donc on suppose que c'est peut-être les barrières intrinsèques au système de soins qui nous ont empêché de trouver cette association positive. Concernant le tabagisme, donc, l'étude qualitative permet d'illustrer ce qu'on retrouve dans le quantitatif. Et concernant la classe lexicale de la famille, donc là aussi on a eu un résultat dans l'étude quantitative qui était surprenant. Normalement la discrimination n'est pas associée à des démarches vers le soin, mais quand on regarde les extraits de texte, on peut comprendre pourquoi on a trouvé cette association. Donc, en conclusion de ces 2 études, donc on a vu que les facteurs qui étaient positivement associés à l'accès aux soins pour les personnes avec des troubles à l'usage d'alcool, chez les médecins généralistes, il y avait la prise en charge d'autres troubles à l'usage, l'acceptation des alternatives à l'abstinence et la perception du déni comme un frein à la prise en charge. Pour les personnes concernées, il y avait un âge supérieur à 50 ans, le fait de ne pas fréquenter d'autres buveurs, les discriminations liées à l'alcool, l'inactivité professionnelle, la consommation de tabac et la famille.
Donc dans les freins, chez les médecins généralistes, il y avait surtout une très mauvaise connaissance du tissu associatif de soutien et de prise en charge des troubles à l'usage d'alcool. Et pour les personnes avec des troubles à l'usage d'alcool, il y avait la complexité du système de soins, l'environnement de consommation et le fait de fréquenter d'autres buveurs. Donc aussi les messages clés qui ressortent de ce travail. Donc l'importance de la formation, notamment la formation à la réduction de la consommation chez les médecins généralistes, parce qu'on voit que cela favorise le dépistage, ils sont plus à l'aise pour aborder cette problématique. La diffusion d'informations sur le réseau de prise en charge des troubles à l'usage d'alcool auprès des médecins généralistes, c'est une démarche qui est peu coûteuse et facile à mettre en place. Renforcer le dépistage des troubles à l'usage d'alcool en médecine du travail. On voit que le fait d'être dans l'emploi est associé à moins de démarches vers le soin, et on sait aussi que les personnes qui voient régulièrement la médecine du travail vont moins consulter leur médecin généraliste, donc ont vraiment moins de probabilité d'être dépistées. Mettre en place des interventions globales pour les différentes substances. Ça permet aux personnes de trouver une réponse globale à leurs problèmes en un seul endroit. Et on a vu que les médecins généralistes, quand ils prenaient en charge d'autres substances, ils étaient plus à l'aise pour aborder la question de l'alcool. Et enfin, développer des approches qui incluent plus l'entourage, parce que ça permet de renforcer l'adhésion aux soins. Voilà. Merci beaucoup.